Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle review de ma série consacrée au film de la licence Pokémon. Aujourd'hui on va parler du deuxième film, toujours scénarisé par Takeshi Shudo en personne, et oui je vous avais dit qu'on en reparlerait plus d'une fois, et pour cause car vous allez voir que ce garçon a énormément de choses à raconter sur ce dernier. En effet il y a beaucoup à dire concernant la production de ce film ainsi que ses idées passées à la trappe notamment. Mais ça on y reviendra dans quelques instants. Pokémon le film 2, plus communément connu comme Le pouvoir est en toi, étant lui aussi sorti chez nous au cinéma, et je vous le donne en mille, comme pour le premier film, lui aussi je l'ai manqué à l'époque. Décidément vous parlez d'un fan, quelle honte. Mais pour le coup ce film résonne beaucoup moins en moins que le précédent. A vrai dire, en plus de ne pas avoir le fameux facteur nostalgique donc, j'en arrive à un point où j'oublie régulièrement le contenu de ce film, du moins en partie. Au cas où, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que comme pour la review précédente, je pars encore une fois du principe que si vous êtes ici, c'est que vous connaissez déjà le film. Je ne vais donc pas simplement le résumer, vous voilà prévenu. Encore une fois, mon objectif ici est simplement de vous partager mes ressentis, ainsi que quelques anecdotes sur ce film qui, je pense, peuvent vous intéresser. Dans un premier temps, j'aimerais aborder purement et simplement mon avis sur ce film avant de rentrer plus en profondeur dans une quelconque analyse. En effet, je trouve ce film assez disparate dans son ensemble, ou plus précisément vis-à-vis de sa première partie surtout. J'aimerais pour cela donc revenir sur l'un des plus gros points noirs du film selon moi, à savoir son antagoniste. On a ici droit à quelqu'un dont on ignore tout pendant la première moitié du film et qui chute dans le ridicule durant toute la seconde. Déjà, on ne connaît pas officiellement son nom, il n'est prononcé à aucun moment durant le film. Bon, au moins on connaît son objectif, à savoir capturer les 3 oiseaux légendaires de Kanto. Tout cela afin de pouvoir faire apparaître Lugia et le capturer également, car il pense être l'élu dont parle la prophétie. Cette même prophétie qui, pourtant comme il le répète à maintes reprises durant tout le film, précise bien qu'il ne faut surtout pas perturber l'harmonie qui règne entre le feu, la glace et la foudre. Et c'est au final en faisant cela qu'il se mènera lui-même à sa propre perte. Car là où Gélardan de son nom est encore plus ridicule, car oui au final il a bien un nom malgré tout, ne me demandez pas comment, même moi je l'ignore, c'est dans son manque évident de réflexion. Le mec arrive quand même à enfermer des dresseurs qui ne cautionnent pas ses agissements à côté de ses oiseaux légendaires. Et à aucun moment, le mec s'est dit qu'il pouvait se libérer et par conséquent libérer les oiseaux par la même occasion. Au final, il est véritablement responsable de son propre échec, c'est dire à quel point il est lamentable, je suis désolé. Et dire qu'il pensait être le fameux élu dont parlait la prophétie. Au moins, à défaut d'être un personnage plus que raté, on se souviendra de lui comme étant un antagoniste à la voix charismatique, car doublé par le grand Frank Daquin, qui reprendra plus tard les rôles de Darts dans la saison 4 de Yu-Gi-Oh! Ainsi que Kaibaman plus tard dans Yu-Gi-Oh! GX. Après, si le problème n'était que de son côté, bon, c'est une chose. J'entends par là que des films dans lesquels les antagonistes étaient là simplement pour apporter une menace et rien d'autre, c'est plutôt récurrent malheureusement, mais sans pour autant que ça ne ternisse à ce point un film. Mais ici, il y a en plus quelques facilités, dirons-nous, scénaristiques, qui même pour moi sont vraiment ridicules. Par exemple, lorsque Elector arrive face au héros, lui et Pikachu arrivent à communiquer à travers de petites décharges électriques. À la limite, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, comment Miaouss fait-il pour comprendre et traduire ce qu'ils disent? Ils ne se parlent pas directement et Miaouss n'entre même pas en contact avec eux, ça n'a juste aucun sens en fait. Surtout que plus tard, dans la génération XY, il se passe une scène étrangement similaire entre Pikachu et Deden communiquant de la même manière. Mais cette fois-ci, Miaouss est incapable de comprendre leur discussion. Alors, je veux bien entendre que ce n'est ni la première ni la dernière fois qu'une scène de l'anime faisant référence au film contredise les actions de ce dernier, mais bon, pour le coup, c'est plutôt légitime tellement ça ne fait aucun sens. Et puis bon, il y a aussi cette scène dans laquelle la gigantesque machine de Gélardan s'écrase sur l'île d'Elector, et comme par hasard, la pierre foudre tombe pile sous le nez de Sacha à ce moment-là. Tu parles d'une coïncidence. Bon, en vérité, je pinaille et je le sais bien. Vous savez, malgré les apparences, je ne suis pas du genre à cracher sur une œuvre pour de telles facilités, mais c'est surtout que je trouvais ça plutôt marrant et mine de rien assez représentatif du bordel que représente cette première moitié à mon sens. Mais évidemment, ce film ne contient pas que ça, et fort heureusement d'ailleurs. Pour revenir sur les oiseaux légendaires notamment, ils représentent eux aussi une majeure partie dans cette première moitié, car n'oubliez pas, il ne faut surtout pas perturber l'harmonie qui règne entre le feu, la glace et la foudre. Chose qui a bien évidemment été faite au final. Plus sérieusement, j'aime cette idée quant à laquelle les 3 oiseaux légendaires sont des éléments importants représentant l'équilibre de la nature. Ainsi, si ces derniers sont attaqués, capturés ou simplement absents de leurs îles respectives, cela impacte la nature, le climat et le monde en subit alors les conséquences. C'est vraiment une idée que je trouve très intéressante, le fait de faire comprendre par cet intermédiaire qu'ils sont légendaires car ils représentent quelque chose d'important pour cette partie du monde soi-disant. La morale est très simple en plus, ne jouez pas avec la nature, respectez-la ou elle vous fera payer vos actes. On pourra cependant regretter que cette idée soit exclusive à ce film et malheureusement non reprise dans les jeux de la licence, ce qui est bien dommage à mon sens. Mais hormis cela, il y a un détail qui personnellement me dérange pas mal. Celui quant au fait que c'est un film centré à la base sur Lugia. Et le fait est que le trio des oiseaux légendaires de Kanto n'a strictement aucun rapport avec ce dernier, en dehors de ce film évidemment. Comme je vous le disais plus tôt, je ne suis pas du genre à m'attarder sur certains détails dits incohérents de la sorte. Sauf que pour le coup, là oui, je suis plus pointilleux sur ce genre d'exemple.
Comme je l'avais évoqué lors de ma review du précédent film, à mon sens, certains ont ce problème de rajouter des légendaires sans vraiment trop de cohérence entre eux, rendant ainsi cet ajout de Pokémon légendaires assez inutile au final. J'entends par là que lorsqu'un film nous présente Mew et Mewtwo, Latias et Latios, ou encore Dialga et Palkia, évidemment dans ce genre de contexte, il est cohérent d'ajouter plusieurs légendaires qui fonctionnent justement en groupe. Cependant ici, absolument rien ne relie le trio des oiseaux de Kanto à Lugia. Personnellement, je le prends donc d'une façon purement marketing pour vendre le film. Car on ne va pas se mentir, plus un film Pokémon possède de légendaires, plus il attirera du monde, car ça donne un effet d'importance supplémentaire, de prestance et même un semblant de fond badass. Je me doute que pour certains d'entre vous, ça n'est pas très grave, car c'est compréhensible d'un point de vue marketing justement, et en soi je suis d'accord. Mais malgré tout, c'est un détail qui a tendance à me déranger dans pas mal de films de la saga. De base, je n'aime pas trop l'idée d'ajouter des légendaires qui n'ont aucun rapport entre eux, car ça n'est pas cohérent pour moi. Cependant, s'ils se limitaient à cela, non seulement les films seraient vite redondants, mais surtout dénués de surprises au final. Des surprises telles que Darkrai face à Dialga et Palkia par exemple, ou encore Volcanion aux côtés de Magearna. Ce sont toutes des relations qui de base n'ont rien qui les rattache hormis leur région. Mais leur film justement leur construit une relation, une attache et une histoire qui les lie entre eux. Et c'est ça le côté intéressant des films au final, car si à chaque fois on devait se farcir Kyogre contre Groudon, Dialga contre Palkia, Reshiram contre Zekrom, etc., ça n'aurait très vite plus aucun intérêt, soyons francs. Et malgré tout, j'admets que j'apprécie également ici cette tournure des événements, rendant ainsi ce groupe plutôt cohérent malgré tout, créant ainsi ce fameux lien inexistant de base au travers de ce film justement. Ainsi, Sulfura, Elector et Articuno sont finalement liés à Lugia par l'intermédiaire de représenter l'équilibre de la nature. Lugia qui d'ailleurs remplit ce rôle de gardien de la nature. Il représente la nature calme qui sommeille au fond des eaux et qui n'émerge que pour remplir son devoir, à savoir celui de calmer les avatars des éléments et ainsi rétablir l'équilibre de la nature, l'harmonie qui règne entre le feu, la glace et la foudre. Je trouve ça d'ailleurs plutôt amusant à quel point cette idée même de gardien ultime qui intervient pour établir l'équilibre quand tout tourne mal est finalement réutilisée à 2 reprises du côté de l'histoire des jeux quelques générations plus tard. Notamment dans les rôles de Rayquaza qui intervient pour calmer le conflit entre Kyogre et Groudon, la mer et la terre, ainsi que pour Zygarde qui est tapis dans une grotte jusqu'à ce que Xerneas et Yveltal rentrent en conflit afin de pouvoir intervenir et assurer du bon équilibre de la vie. Et pour finir sur le personnage qu'est Lugia, j'aimerais parler de toute sa mise en scène que j'apprécie tout particulièrement. Vous savez, ce genre de mise en scène qui semble vous indiquer quelque chose, mais pour finalement mieux vous surprendre par la suite. Ici pour Lugia, durant toute la première moitié du film, il nous est présenté simplement comme une entité vivant au fond de l'océan. On ne sait pas vraiment ce que c'est, mais il est très assombri, presque menaçant même. Puis au final, lors de la deuxième moitié du film, on se rend compte de son véritable rôle, et cela couplé à sa sagesse lui apporte un côté vraiment mystique au final, et très charismatique. C'est d'ailleurs une mise en scène qui sera reprise pour Darkrai plus tard, mais qui à mon sens sera encore mieux réalisée. Encore une fois, on y reviendra le moment venu. Passons maintenant au personnage humain de ce film, et bien évidemment je ne pouvais pas évoquer Lugia sans parler de Sacha, qui est l'élu, le vrai. Pour le coup, je trouve le comportement de Sacha dans ce film vraiment intéressant, tout simplement car pendant une grande partie de ce dernier, il adopte un comportement qui ne lui ressemble pas habituellement. D'habitude Sacha est plutôt insouciant, brave, presque tête brûlée sur les bords, surtout quand il s'agit de jouer les héros, il ne réfléchit jamais très longtemps. Mais ici étrangement, Sacha hésite pendant une bonne partie du film, et à juste titre. Cette responsabilité lui tombe dessus un peu par hasard simplement car c'est le premier dresseur à être arrivé sur l'île Chamouti. Et autant d'habitude il s'en accommode et ça a même tendance à l'amuser, autant pour le coup il semble se rendre compte du danger de la situation et il doute de ses capacités. Mais bon, au final, grâce au soutien de Lugia, il parvient tout de même à sauver le monde comme d'habitude. Plus sérieusement, je trouvais ça intéressant de noter ce comportement, un Sacha qui doute, qui a peur même, ce sont des sentiments que l'on voit mine de rien que très rarement chez notre héros. Et puis j'ai précisé que c'était grâce au soutien de Lugia, mais pas que. Il ne faudrait quand même pas oublier l'intervention de la Team Rocket, saluant ainsi à Sacha pour l'aider dans sa mission. Soyons francs, cette combinaison de personnages était tout bonnement géniale. De toute façon, dès que la Team Rocket se met à agir avec les héros, c'est toujours génial. Même s'ils ont tendance à briser le 4ème mur un peu trop souvent à mon sens. Oh, une île! En plein orage! On se croirait dans un film! Nous sommes de retour sur le grand écran. Et au cinéma, on joue des mauvais tours géants. Beaucoup de personnes ont vu ce que vous avez fait. D'ailleurs, ces personnes nous regardent en ce moment. Oui bon, on peut s'arrêter là, je pense qu'on a compris la volonté de faire de l'humour en communiquant directement avec la personne derrière l'écran. Comme vous avez pu le constater, c'est plutôt bien appuyé. Et une fois de temps en temps, pourquoi pas, c'est marrant. Mais quand cela représente 75% de leur dialogue sur tout le long métrage... Ça fait beaucoup là, non? Allez, changeons de registre. Si vous voulez, je peux aborder le fait que tout le plan de Gélardan, toute cette volonté de capturer les oiseaux légendaires, tout cela n'était motivé que par une simple chose. Et vous savez ce que c'est? Une carte promotionnelle de Mew, offerte à tous ceux ayant vu ce film à l'époque de sa première semaine de sortie. Incroyable, non? Ça n'est malheureusement pas une vanne, et croyez-moi sur parole, je le regrette.
Que le mec se revendique comme un simple collectionneur et qu'il se décide de partir à la chasse aux légendaires pour cette raison aussi simpliste soit-elle, c'est une chose que je peux accepter volontiers. Mais quand on me dit droit dans l'oreille que tout cela vient d'une simple carte à la con, un simple délire pour briser encore une fois ce pauvre 4ème mur qui décidément n'a plus grand chose pour tenir debout à l'heure qu'il est, non, ça je suis désolé mais je peux pas, ça enfonce complètement le personnage, 6 pieds sous terre, bouffé par les vers. Malgré tout, il faut savoir que d'après Takeshi Shudo lui-même, cette fameuse carte de Mew était à la base censée avoir un rôle plutôt majeur dans ce film. Malheureusement, il expliqua sur son blog que toutes les scènes qu'il avait imaginées en rapport avec cette même carte ont finalement soit été réécrites ou bien carrément coupées dans le montage final du film. D'ailleurs, puisque l'on parle de la production de ce film, il faut savoir que le premier avait tellement été un succès que les producteurs ont donné carte blanche à Takeshi Shudo pour l'écriture de ce second film. Enfin, carte blanche, c'est vite dit, et vous allez rapidement comprendre pourquoi. Par exemple, saviez-vous qu'à la base, ni Sacha ni la Team Rocket n'étaient censés apparaître dans ce film? En effet, toujours d'après Shudo lui-même, lorsqu'il a rendu une première partie de son script initial pour le film, il n'avait volontairement pas inclus ces personnages-là. Bien évidemment, les membres du staff lui ont dit de corriger la chose. Il était impensable que le héros de la série n'y soit pas présent, et il a donc réécrit toutes les scènes depuis le début afin d'y inclure Sacha comme il se doit. Mais ça ne s'arrête malheureusement pas là. Shudo évoque notamment une certaine réunion dans laquelle le staff lui a demandé quelle scène dans le film était supposée faire pleurer le public. Et il ne comprenait pas cette question, tout simplement car il n'avait pas prévu une telle scène. Selon lui, si le public doit pleurer, c'est parce qu'une scène aura réussi à faire ressentir quelque chose de particulier chez le spectateur, provoquant ainsi une telle émotion. Il n'aime pas cette idée d'avoir des scènes larmoyantes juste pour la beauté de la chose, mais qui ne servent à rien d'autre qu'à susciter de l'émotion, qui ne servent pas à l'histoire d'une œuvre. Sauf qu'encore une fois, le staff aura eu le dernier mot en lui demandant de trouver une scène pour remplir ce rôle. Et Shudo aura finalement répondu qu'il s'agissait de la fameuse scène dans laquelle Ondine sauve Sacha de la noyade. Et oui, car si jamais vous ne l'aviez pas remarqué, il y a étrangement pas mal de scènes mettant en avant le poké shipping, c'est un terme qui désigne le couple fictif entre Sacha et Ondine, durant ce film. Il est petit et c'est mon ami, mais ce n'est pas mon petit ami. Sinon, pour revenir à l'origine du film, et au cas où vous ne le sauriez pas, sachez que c'est bien Takeshi Shudo lui-même qui est à l'origine de la création de Lugia. Il faut savoir qu'à la base, Shudo avait imaginé Lugia uniquement pour être le Pokémon du second film. D'ailleurs, le nom japonais du film se traduit littéralement par la naissance explosive de Lugia, le Pokémon Mirage. Shudo explique notamment qu'il arrive parfois que certains Pokémon soient créés principalement pour l'anime et non pour les jeux. En 2011, Ken Sugimori, le designer en chef de la licence Pokémon depuis ses débuts, confirma ses dires lors d'une interview en évoquant le cas de Nanmewi par exemple qui rentre dans cette catégorie. D'ailleurs, sachez que concernant les mascottes de la seconde génération, Ho-Oh était déjà prévu pour être l'une d'entre elles suite au premier épisode de l'anime. Cependant, les jeux prirent du retard dans leur avancement, et il fut finalement décidé que Lugia prendrait place aux côtés de Ho-Oh, afin donc de former les versions or et argent. Évidemment, Takeshi Shudo lui-même en fut le premier surpris, car en tant que scénariste principal des films et de l'anime mais non pas des jeux, il ne s'attendait pas à ce que sa création originale devienne un tel symbole. Et histoire de finir en beauté sur cette partie anecdote, d'après vous, ce film est-il canon avec la série principale ou non? Eh bien figurez-vous que oui, notamment grâce à une série d'épisodes de la saison 5, dans lequel Sacha et Richie font équipe afin de sauver le petit Silver, un bébé Lugia. Et dans l'un des épisodes, Sacha et James font justement référence à un Lugia qu'ils auraient rencontré auparavant dans les îles Oranges. Ce film est donc par conséquent considéré comme étant canon. En conclusion, vous l'aurez compris, pour ma part ce film est pas mal en dents de scie. Il souffre à mon sens quelque peu de sa première partie, mais la seconde le rehausse plutôt bien. Même chose concernant les personnages, leurs idées et utilités respectives. Dans l'ensemble, je ne mettrai clairement pas ce film sur un piédestal, mais n'abusons pas, il reste tout de même bien appréciable, notamment pour certaines thématiques, idées et mises en scène évoquées plus tôt. A vrai dire, je pense que vous l'aurez remarqué, mais j'apprécie énormément les anecdotes autour de ce dernier, et peut-être même plus que le film lui-même au final. Encore une fois, pour ma part, je n'ai pas ce facteur nostalgique pour ce film, chose qui peut rentrer en compte chez certains. Il ne m'a pas spécialement marqué ou autre. Cependant, j'admets que je peux comprendre l'engouement autour de ce dernier, notamment pour sa musique par exemple, ou encore pour ses nombreuses scènes plutôt épiques. Deux éléments qui fonctionnent très bien, surtout pour les plus jeunes. Pour finir, je voulais vous avouer que pour la précédente review centrée sur le premier film, j'ai voulu essayer quelque chose afin de marquer le coup. J'avais pour idée de faire quelque chose de plus poussé qu'habituellement, au niveau de la critique notamment, plus dans l'objectivité que d'habitude. Cependant, et avec un peu de recul, j'ai décidé de revenir sur mes bases, comme ici dans cette vidéo. Je dois avouer que je préfère ce style-là, je me sens mieux ainsi. Alors j'espère que de votre côté, le changement ne se sera peut-être pas trop fait ressentir. Et bien sûr, libre à vous de me dire ce que vous en pensez. En attendant, n'hésitez pas à me partager vos avis sur ce film en commentaire. C'était Gigi, j'espère que ça vous aura plu, et je vous donne rendez-vous prochainement pour la review sur le troisième film. Enfin, si tel est votre désir.